ce soir à 18 h sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Nous allons tout de suite prendre la direction de l'hémicycle pour les questions cribles. Les sénateurs interpellent un ministre sur un thème et cette semaine, les élus se penchent sur l'avenir des retraites. La ministre Marisol Touraine est là dans l'hémicycle pour répondre à leurs questions. Bonne séance à tous. Les plus usés physiquement, dont nombre d'entreprises se séparent sans scrupule. Elles prolongent l'activité d'autres salariés, ce qui freine considérablement l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle. Si la situation des comptes sociaux exige réellement une réforme de son financement, cette réforme ne peut se faire contre les salariés, car ces derniers ne sont pas le problème, ils sont la solution. Madame la ministre, la réforme des retraites exige des mesures justes et solidaires à l'opposé de celles proposées par l'UMP et le MEDEF. Pour autant, vous semblez ne pas vouloir vous écarter des choix des gouvernements précédents que vous rejetiez hier et pourtant lourds de conséquences pour le monde du travail. Ne croyez-vous pas qu'il y a enfin temps que le capital, l'argent de la spéculation qui aujourd'hui détruisent plus d'emplois qu'il n'en crée, soit mobilisé et mis à contribution pour une réforme des retraites qui soit juste et viable, garantissant le droit à la retraite à 60 ans, sans décote, sans nouvel allongement de la durée de cotisation, car prenant l'argent là où il est. Pour la réponse, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vatrin. Nous avons engagé la discussion sur l'avenir de nos régimes de retraite il y a un an avec les organisations syndicales et patronales à l'occasion de la première grande conférence sociale qui s'est tenue au mois de juillet 2012. Et à l'occasion de cette rencontre, un consensus s'est dégagé pour considérer qu'une réforme de notre système de retraite était nécessaire, ce qui passait par la définition d'une méthode et d'un calendrier. En effet, nous avons et j'ai la volonté, au nom du gouvernement, de rompre explicitement, clairement, avec la démarche engagée par le précédent gouvernement, qui a fait du passage en force sa marque de fabrique et qui a fait du relèvement de l'âge légal le seul enjeu de la réforme passée, avec les résultats que l'on connaît, résultats d'inefficacité sur le plan financier, résultats d'injustice sur le plan social. Et c'est parce que nous avons la volonté d'engager une réforme qui soit à la fois responsable sur le plan financier et juste que nous entamons des discussions après avoir, je vous le rappelle, Monsieur le Sénateur, pris un décret dès notre arrivée aux responsabilités qui permet à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir en retraite dès 60 ans sans attendre 62 ans. Après le diagnostic réalisé par le Conseil d'orientation des retraites, la commission présidée par Madame Moreau présentera des pistes de travail à partir desquelles va s'engager une concertation longue et approfondie menée par le gouvernement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Je vous le dis, Monsieur le Sénateur, nous n'avons pas une volonté de précipitation, nous avons la volonté d'élaborer à partir d'orientations sérieuses et crédibles une réforme qui rassure les jeunes générations sur l'avenir du système de retraite. Souhaitez-vous répliquer, Monsieur Vatrin? Naturellement, comme vous, nous souhaitons que cette réforme soit construite de manière juste et solidaire, et c'est possible. Car des pistes alternatives à celles du rapport Moreau existent, si on a vraiment le courage de s'attaquer à la question de la répartition des richesses. Un exemple, entre 1985 et 2007, la rémunération des actionnaires est passée de 3,2% du PIB à 8,5%, ce qui représente pas moins de 100 milliards d'euros versés annuellement aux actionnaires. Dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a cessé de diminuer. En taxant le capital au même niveau que le travail, il est possible de générer annuellement 20 milliards d'euros de recettes, rien que pour le financement des retraites. Fidèle aux positions qu'il a toujours portées, ce sont ces propositions que le groupe CRC défendra. Et je regrette, Madame la Ministre, que ces pistes économiquement viables et socialement justes ne soient pas plus sérieusement explorées par le gouvernement. La parole est maintenant à Monsieur Jean Desessard pour le groupe écologiste. Oui,
Quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps. Cette petite musique s'installe comme un air qu'on entend de plus en plus régulièrement. Mais pour qu'une telle solution puisse être ne serait-ce qu'envisageable, il faudrait pour cela qu'il y ait du travail. Or, s'agissant de l'emploi des 55-64 ans, je cite, « La France se distingue par un décrochage particulièrement marqué de la participation au marché du travail à partir de 55 ans. » Il s'agit d'une citation d'un rapport de l'INSEE intitulé « Emploi et salaire 2013 » paru le 6 mars dernier. Avec un taux d'emploi de 40% chez les seniors, la France se place derrière l'Espagne, le Portugal et même la Grèce. Donc, première observation, travailler plus longtemps pour 60% des seniors, est-ce possible, alors qu'ils sont au chômage actuellement? Chez les jeunes, le taux de chômage dépasse, on l'a dit à plusieurs reprises ici, quant à lui les 25%. Pour quelle raison les seniors trouveraient un emploi plus facilement que les jeunes? S'il n'y a pas assez de travail, alors faisons travailler les jeunes. Allonger la durée de cotisation sans résoudre ce problème n'aura que pour seul effet de baisser les pensions de retraite de gens qui n'arriveront pas à obtenir suffisamment d'années de travail pour financer leur retraite. Donc, l'augmentation de la durée de cotisation contribuera, dans l'état actuel du marché du travail, à faire baisser les cotisations de ceux qui n'ont plus d'emploi après 55 ans et repousser le versement des allocations de ceux qui ont un emploi, d'où l'économie. Mais alors, les jeunes auront-ils du travail? Donc la question qui est posée, Madame la Ministre, avec l'augmentation de la durée des cotisations, n'est-ce pas le marché du travail des jeunes où il y a problème? Puisque justement, si on dit aux gens continuez de travailler plus longtemps, ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer le chômage des jeunes. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre à Monsieur Desessard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, la prise en compte de l'espérance de vie est un facteur que nous ne pouvons pas méconnaître. Comme cela a été indiqué précédemment d'ailleurs, nous devons être attentifs au fait que cette espérance de vie n'est pas la même selon les catégories socio-professionnelles. Et un ouvrier à 35 ans a une espérance de vie qui est de 5-6 ans inférieure à celle d'un cadre au même âge. Si l'on prend en compte l'espérance de vie en bonne santé, on s'aperçoit que l'écart est encore plus important, ce qui veut dire que nous devons être attentifs à faire en sorte que les conditions de travail, la pénibilité, l'âge d'entrée dans la vie professionnelle soient des facteurs qui soient intégrés dans la manière dont nous concevons nos régimes de retraite. Pour autant, il est vrai que nous vivons collectivement plus longtemps et que la question du temps consacré au travail est posée dès lors que l'on vit plus longtemps. Il paraît juste au moins de s'interroger sur la possibilité de travailler plus longtemps. Encore faut-il, comme vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, que le travail soit possible et que, en réalité, il n'y ait pas tout simplement des transferts vers l'UNEDIC et vers l'allocation chômage. Je veux d'abord vous faire observer que le taux d'emploi des plus de 55 ans a augmenté significativement au cours des dernières années et que, par ailleurs, il va de soi qu'une réforme des retraites doit s'accompagner de mesures fortes en direction de l'emploi et de l'emploi des seniors. Le gouvernement a d'ores et déjà commencé à y travailler pour la question de l'emploi, indépendamment de celle des retraites, en mettant en place les contrats de génération qui ont précisément pour enjeu de maintenir dans l'emploi des seniors. Et nous avons à nous inspirer de mesures qui ont été prises dans les pays du Nord pour renforcer le taux d'emploi des seniors. À l'évidence, une réforme des retraites et la politique de l'emploi sont indissociablement liées. Monsieur Desessard, vous souhaitez effectuer une réplique? Oui. Je ne peux être que d'accord avec la conclusion de Madame la Ministre que l'emploi et les retraites sont très liés puisque les cotisations chômage sont basées sur justement l'emploi et si tout le monde a un emploi, ça veut dire qu'il y a plus de cotisations. Donc, mais pour revenir sur la question de l'allongement de la durée de cotisation, Madame la Ministre, j'émets de fortes réserves si ça s'applique à tout le monde.
Vous l'avez dit vous-même, puisque la concurrence effrénée entre les pays et l'application des recettes issues de la mondialisation n'aboutit bien souvent qu'à une seule chose, la casse des acquis sociaux conquis par des générations de travailleurs sur le temps de travail ou l'âge légal de départ à la retraite, d'ailleurs voté sous des gouvernements de gauche. Et les effets de cette casse peuvent être dramatiques. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé de 2008 sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie a ainsi démontré que dans une ville comme Glasgow en Écosse, l'espérance de vie dans les quartiers les plus pauvres de cette ville est désormais de 54 ans, alors qu'elle est de 82 ans dans les quartiers les plus riches. Donc on voit bien l'inégalité si on le met pour tout le monde. Vous concluez, cher collègue. Je vais donc conclure. Donc, Madame la Ministre, je vous donne rendez-vous pour débattre plus de cette question à l'automne, mais vous comprendrez que nous sommes très attentifs sur les mesures que vous prendrez pour l'emploi pour l'ensemble de la population et en particulier pour les jeunes. La parole est maintenant à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec un déficit évalué à 20 milliards d'euros en 2020, le dossier des retraites est explosif, comme l'avait laissé entendre il y a bien longtemps Michel Rocard, d'ailleurs. Que ne l'avez-vous écouté à cette époque ? Depuis, l'ancienne majorité a entrepris plusieurs réformes, mais force est d'admettre qu'elles ne suffiront pas, surtout dans la conjoncture économique actuelle. Vous remettez aujourd'hui l'ouvrage sur le métier, et je ne peux que saluer cette initiative, si tant est que vous traitiez les véritables causes de ce déficit chronique. Le rapport que Mme Yannick Moreau s'apprête à vous remettre demain forme une boîte à outils dans laquelle le gouvernement pourra piocher. Il propose notamment de rapprocher les règles de calcul des pensions de la fonction publique sur celles du secteur privé. Aborde-t-il l'ensemble des régimes spéciaux? Malgré les réformes des 10 dernières années, qui ont opéré une certaine convergence entre les différents régimes, des disparités majeures subsistent, vous le savez, qui alimentent régulièrement la chronique avec plus ou moins de vérité ou de fantasme. Nous devons aborder cette question dans un esprit de responsabilité. En disant cela, je m'adresse aussi bien à ceux qui cherchent à opposer les uns aux autres qu'à ceux qui s'accrochent à un contrat initial souvent dépassé. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, ces efforts devront être partagés par tous. Une réforme qui épargnerait certaines catégories de salariés ne serait pas comprise. Il faut certes tenir compte des diverses situations, des contraintes liées aux services publics, aux conditions de travail, etc. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu que les mesures proposées par le rapport Moreau soient suffisantes à ouvrir des perspectives durables. Pouvons-nous faire aujourd'hui l'économie d'une réflexion sur les fondements mêmes de notre système de retraite à la française? Le lien exclusif entre travail, cotisation, prestations est-il toujours pertinent? Il faut avoir l'audace d'ouvrir ce débat. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Barbier, la question du financement de la protection sociale est un enjeu de réflexion qui, évidemment, occupe les discussions que le gouvernement peut avoir avec les partenaires sociaux. Pour autant, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation en matière de retraite qui appelle des réponses rapides, à la fois sur le court terme, puisque nous savons que le déséquilibre financier de nos régimes d'ici 2020 est important, mais aussi sur le long terme, car si nous voulons redonner confiance aux jeunes générations dans un système de retraite solidaire, nous avons le devoir d'inscrire une réforme dans la durée. Pour cela, il paraîtrait dangereux, et je souscris à vos propos, d'opposer les Français les uns aux autres et certaines catégories les unes aux autres. On entend beaucoup depuis quelques jours une petite musique qui consisterait à expliquer qu'au fond, pour résoudre le problème des retraites, il suffirait de s'en prendre à la situation des fonctionnaires. On entend une petite musique qui consiste à expliquer que les fonctionnaires sont des privilégiés. Certains, d'ailleurs, appartenant à l'ancienne majorité, appellent de leurs vœux des Big Bang et ne sont pas à une approximation près lorsqu'ils comparent le niveau de retraite des uns et des autres, prenant la retraite complète des fonctionnaires d'un côté pour la comparer à une partie seulement de la retraite des salariés du privé
privé la retraite de base, oubliant de dire que cette retraite de base est évidemment complétée par une retraite complémentaire obligatoire et que quand on veut faire des comparaisons, on essaye de comparer des choses qui sont comparables. Mais au-delà de cela, la situation des fonctionnaires doit être replacée dans un ensemble plus vaste. Les règles de calcul des pensions ne sont pas les mêmes assurément, mais la situation dans la fonction publique et dans le privé ne tourne pas systématiquement à l'avantage de la fonction publique, contrairement à ce que l'on entend. Et donc, si les fonctionnaires ne doivent évidemment pas rester à l'écart d'une réforme à venir, il n'est pas envisageable d'en faire les boucs émissaires de la situation de nos régimes de retraite. Monsieur Barbier, souhaitez-vous effectuer une réplique? Oui, Madame la Ministre, j'entends bien ce que vous dites concernant les fonctionnaires, mais sur ma question, vous n'avez pas prononcé le mot des régimes spéciaux. Et là, je crois qu'il faudra quand même aborder ce problème. Et je ne pense pas que c'est en stigmatisant l'ancienne majorité, comme vous avez quand même souvent l'habitude de le faire, que nous pourrons aborder sainement ce problème des retraites. C'est un problème qui nous concerne tous. On a peut-être des solutions qui peuvent diverger, mais je crois qu'il faut surtout essayer de trouver un consensus entre non seulement la majorité et l'opposition, mais aussi avec les différentes catégories sociales qui sont touchées par ce problème. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Gérard Larcher pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le système des retraites est un des indicateurs d'un modèle social. Celui que nous avons mis en place il y a longtemps dans notre pays est basé sur la solidarité des générations. Il est depuis longtemps en difficulté et celles et ceux qui l'ont préservé, défendu, ce sont les gouvernements d'Édouard Balladur, de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, puis en 2003, les gouvernements sous l'autorité de Nicolas Sarkozy avec François Fillon. Beaucoup a été fait, mais la réalité liée à notre taux d'activité, notre démographie, notre situation économique et sociale est qu'il nous faut poursuivre et approfondir encore les réformes engagées. Au fond, il faut inverser ce qui a été décidé sans étude prospective, simplement par un choix politique, c'était la proposition 82 de François Mitterrand en 1981, la retraite à 60 ans. C'était sympathique et pourtant, des élus aussi peu réactionnaires que Philippe Séguin et Jacques Chaban-Delmas avaient prévenu, et je cite, « Par les coûts supplémentaires qui pèseront sur des régimes de retraite déjà en difficulté, le gouvernement prend le risque de compromettre l'avenir. » Alors aujourd'hui, il va falloir, et à contre-pied d'une attitude constante de la gauche depuis 20 ans, examiner l'augmentation de la durée de cotisation, la contribution de tous, la convergence progressive des 35 systèmes. Pour ma part, attaché à l'équité, je prendrai le courage de parler du report de l'âge, mais en prenant en compte la pénibilité et le taux d'activité des seniors, qui est un vrai sujet, de la convergence progressive des régimes publics, privés et spéciaux, sans oublier qu'il y a des fonctionnaires, je pense notamment aux territoriaux, dont les retraites sont modestes. Mon refus de voir comme paramètre la désindexation. Et nous voyons bien que ce sujet est entré subrepticement dans le cadre de la négociation Agirc-Arrco. Et sans doute aura-t-il une indexation sur la croissance. Vous l'avez dit vous-même, quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps. Alors ma question est double. Appliquerez-vous le dispositif de la loi de 2010, adopté ici, sur la réforme du système, et dont je rappelle que dans la loi, nous devons mettre en place les groupes de travail cette année. Certes, il faudra du temps, mais comme la CFDT, je crois qu'il y a là une voie qui répond à la pérennité et l'équité. Et éviterez-vous de paupériser les retraités. Vous êtes au pied du mur. Madame la Ministre, et ce que vous n'avez pas fait en nous accompagnant depuis 20 ans, il va falloir aujourd'hui le faire sans faux fuyant. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, le gouvernement n'a pas l'intention de prendre quelque chemin de traverse que ce soit, et il n'a pas l'intention non plus de se laisser dicter une réforme par ceux qui, il y a 2 ans, prétendait répondre à l'ensemble des défis que rencontrent nos régimes de retraite pour que nous nous trouvions 2 ans après, aujourd'hui 3 ans, mais 2 ans après, avec le constat implacable d'un déficit qui s'accroît et d'une justice sociale battue en brèche. Et donc le gouvernement va mettre en place la concertation nécessaire pour proposer une réforme globale
qui ne soit pas simplement une réforme comptable, car les réformes comptables ne permettent pas de répondre aux grands enjeux liés à la question de la retraite, mais une réforme qui inscrive dans la durée à la fois nos régimes de retraite par répartition et la solidarité entre les générations. La volonté du gouvernement est qu'à l'occasion de la réforme qu'ils engagent, soit garanti le financement de l'ensemble des régimes de retraite d'ici 2020, que soit donnée ou rendue confiance aux jeunes générations dans l'avenir de nos systèmes de retraite, en introduisant des mécanismes de financement de ces régimes à un horizon plus lointain et en envisageant des dispositifs qui permettent régulièrement de revoir la situation financière de ces régimes. Et enfin, réforme qui doit proposer des mesures de justice, car, et vous l'avez vous-même indiqué, nous sommes confrontés aujourd'hui à des personnes qui ont de toutes petites retraites. Je pense en particulier à certains agriculteurs, je pense par exemple aux femmes, je pense à celles et ceux qui ont eu des carrières hachées. Et c'est donc cette vision globale que nous voulons porter dans le cadre du système de retraite par répartition, car, monsieur le sénateur, la réforme que nous engageons évidemment vaut remise à plat des systèmes et de la réforme de 2010. C'est avec les partenaires sociaux le travail que nous avons mis en place pour que l'ensemble de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur l'avenir de leur retraite, puissent compter sur des pensions de niveau satisfaisant et qui leur permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Pour une courte réplique, Monsieur le Président. Oui. Larcher. Monsieur le Président, Madame la Ministre, au-delà des mots, il va avoir la nécessité de prendre des décisions. Et pardonnez-moi, ces décisions, ça ne peut pas être qu'un ensemble de mots sympathiques, chaleureux. Il y aura des réalités. Et parmi ces réalités-là, il y aura la convergence, qu'on le veuille ou non, de systèmes de retraite. Et parmi les réalités, il y aura la réflexion sur la contribution des uns et des autres. Avec en même temps, quand on parle de compétitivité d'emploi, eh bien la réalité qu'on ne peut pas peser ni sur les entreprises ni sur les salariés. Car cette réalité-là, elle va s'imposer à nous. Et je dois dire que, attaché que je suis au système par répartition, je pense que nous devons refonder progressivement le système. Ça ne se passera pas, j'allais dire, en un tour de main. Mais si nous ne le faisons pas, comme nous en avons décidé le principe en 2010, collectivement, je me souviens du débat, alors nous aurons manqué ce rendez-vous. En tous les cas, vous êtes au pied du mur. Si vous prenez les bonnes décisions, on les soutiendra. Mais si vous prenez les chemins de traverse, nous serons au travers de ces chemins-là. La parole est à Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon le COR, le besoin de financement des retraites se creusera régulièrement jusqu'en 2020 pour atteindre 20 milliards d'euros. Ce déséquilibre est lié au vieillissement de la population, au chômage, mais aussi à l'inéquité persistante du système, je devrais dire des 35 systèmes différents. Différence de taux de cotisation, d'âge d'ouverture des droits, de durée de cotisation, de salaire de référence, le calcul des pensions demeure très variable, ce qui engendre, bien sûr, un sentiment profond d'injustice. C'est particulièrement vrai lorsqu'on compare le régime général au régime, on vient de le dire, de la fonction publique et aux régimes spéciaux, qui coûtent plusieurs milliards d'euros. L'évaluation se porte entre 6 et 9 milliards d'euros par an aux contribuables et aux autres assurés sociaux. C'est pourquoi les membres de mon groupe demandent depuis plus de 10 ans la réforme structurelle consistant à remplacer l'annuité par le point, seul moyen de rendre le système par répartition équitable, universel et juste, prenant en compte par exemple la pénibilité du travail et les arrêts pour maternité chez les femmes. Sous notre impulsion, la loi de 2010 a acté une telle évolution en disposant dans son article, et M. Gérard Larcher vient de le rappeler, dans son article 16, qu'à compter du premier semestre 2013, le comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur ce thème. Qu'en est-il, Madame la Ministre? La réforme qui se profile sera celle de l'équité et de la justice, annoncez-vous. Et au vu des indiscrétions sur le rapport Moreau et des réactions qu'il a déjà suscitées, il vous faudra du courage, Madame, pour affronter vos propres alliés sur ce point. Dans ces conditions, Madame la Ministre, allez-vous suivre la voie tracée par vos prédécesseurs, celle des ajustements paramétriques qu'il faut revoir tous les 5 ou 6 ans,
Ou allez-vous écouter les réformistes de tous bords, de plus en plus nombreux sur tous les bancs ici, et aussi à la CFDT, chez les syndicats, qui demandent une réforme systémique, profonde, seule capable de répondre durablement à la pérennité financière du système par répartition et aux critères de justice et d'équité qui sont les vôtres, mais aussi les nôtres. Madame la ministre, pour la réponse, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Van Leeuwenberg, je veux vous reconnaître une constance à vous et à votre groupe. Vous avez défendu de façon très régulière l'idée d'un système par points, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui aujourd'hui se saisissent de cette possibilité pour inventer une opposition au gouvernement. Non, vous ne l'avez pas voté puisque ça n'a pas été voté autrement que comme une étude. Et je me souviens des débats en 2010 où le groupe UMP avait marqué son opposition résolue à cette perspective. Donc je vous reconnais, monsieur le sénateur, sinon d'ailleurs la réforme de 2010 aurait pu s'engager dans cette voie-là, tout simplement. Donc je vous reconnais, monsieur le sénateur, une grande constance et je peux vous dire qu'à l'occasion de la réforme pour laquelle le gouvernement engage des concertations, toutes les options que les partenaires sociaux souhaiteront présenter et évoquer pourront faire l'objet de discussions, même si je tiens à vous dire qu'au fond, la question d'une réforme par points apparaît parfois, encore une fois pas dans votre bouche puisque vous êtes constant, mais apparaît parfois présentée comme une solution miracle, entre guillemets, celle qui permettrait de dépasser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en matière de financement. Et l'exemple suédois qui est fréquemment cité en exemple, mis en avant, l'exemple suédois montre que les enjeux de financement ne se trouvent pas résolus simplement par le changement d'organisation des systèmes de retraite et on s'est aperçu dans ce pays qu'il avait fallu mettre en place des dispositifs pour éviter la baisse drastique des pensions qui étaient versées aux Suédois en raison de la mise en place de ce système par points. Un système par points présente éventuellement l'intérêt de la simplification. Nous devons réfléchir à des propositions en matière de simplicité plus grande de notre système. Le système par points apparaît plus lisible. La volonté du gouvernement est de proposer une réforme globale, mais la réforme par points ne permet pas de résoudre les enjeux de financement. La parole est à Monsieur Van Leeuwenberg. Madame la ministre, il faudra nous présenter effectivement une réforme globale qui permette effectivement la pérennité des financements. Je crois que justement la réforme par points le permet parce que l'équilibre comptable est absolument nécessaire, ce qui n'exclut pas de prendre en compte tous les cas particuliers, par des bonifications, par des décotes, des surcotes. Et je crois que la simplification que le gouvernement et que le président de la République nous a promise passe par là, justement. Et ça intéresse une très très grande majorité de Français et je crois que ça ne pénalisera absolument pas ni les systèmes actuels de fonctionnaires que vous, évidemment, vous défendez, je le comprends, nous ne les attaquons pas non plus, nous souhaitons simplement qu'ils entrent dans un système universel où chacun y trouve son compte. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur René Telade pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis plus d'un demi-siècle, le secteur agricole a connu de nombreuses mutations. L'agriculture traditionnelle et familiale, séculaire en France, a été bouleversée par la mécanisation, la modernisation, qui ont engendré une diminution du besoin de main-d'œuvre. Alors qu'auparavant, les exploitants agricoles étaient certains de pouvoir compter sur leur patrimoine et leur descendance afin d'assurer leur subsistance, quand les blessures du corps se rappelaient à leurs bons souvenirs, ils vivent aujourd'hui souvent seuls, avec leurs conjoints, leur pension de retraite constituant leur unique pécule. Ainsi, il n'est guère étonnant d'avoir assisté à une forme de paupérisation des retraités agricoles, entraînant une angoisse, un sentiment de déclassement et un mécontentement de plus en plus manifeste, comme en témoigne tout récemment la manifestation dernière par l'association départementale du Lot-et-Garonne. Pour rappel, il convient de mettre en exergue que la retraite moyenne d'un agriculteur est de 800 €, tandis que celle de sa conjointe est de 500 €.
Dans les deux cas, les pensions se situent sous le seuil de pauvreté fixé à 964 €. Pour pallier cette situation affligeante, le candidat François Hollande, fidèle à son principe ordonnateur de justice sociale, avait soumis pendant la campagne présidentielle un plan quinquennal évalué à 650 millions d'euros. Parmi les idées avancées figuraient plusieurs points. La mise à niveau à 75% du SMIC, des retraites des carrières complètes des chefs d'exploitation, prévues par la loi Perrot de 2002, que les gouvernements précédents n'ont pas su mettre en œuvre. Elle serait de nature à améliorer les conditions de vie de plus d'1,5 million de retraités non salariés agricoles. La suppression de la condition de durée d'activité minimale, voire Monsieur 17 Telade, années vous et posez demie, votre question, s'il vous plaît. afin de majorer la majoration de pension, l'extension de la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aux aides familiaux pour les retraités actuels, dans la mesure où 98% des conjoints sont des femmes. L'introduction d'une telle disposition serait une mesure à la fois salvatrice et de justice qui profiterait à 45 000 personnes. Par conséquent, nous aimerions connaître, Madame la Ministre, les éventuelles retombées de ce plan dédié aux exploitants agricoles qui participent à hauteur de 3,5% à notre richesse nationale. Par ailleurs, le cadre de la future réforme des retraites, d'autres pistes de réflexion sont-elles explorées? Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Telade. Il est vrai que la situation des exploitants agricoles et de leurs conjoints doit être posée à l'occasion de cette réforme des retraites, puisque depuis 10 ans, les retraités agricoles ont été les grands oubliés des politiques sociales et donc nous devons aujourd'hui renouer avec ce qui avait été la ligne de conduite du gouvernement de Lionel Jospin, qui avait fait de la justice et de la dignité des retraités agricoles un des axes forts de sa politique. Nous devons en particulier, je vous remercie de l'avoir souligné, nous devons en particulier être attentifs à la situation des femmes d'exploitants agricoles qui ont souvent beaucoup travaillé sans contrepartie financière et sans reconnaissance, du moins de la part des institutions et des organismes de la sécurité sociale. Avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, et après avoir reçu différentes organisations représentant les exploitants et anciens exploitants, nous avons engagé dès l'été dernier la mise en œuvre d'engagements pris par le président de la République, François Hollande. C'est ainsi que, dès la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, a été mise en œuvre une mesure qui permet aux exploitants agricoles qui ont dû cesser leur activité en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave de bénéficier d'une validation au titre de la retraite proportionnelle des agriculteurs ainsi que de l'attribution d'un nombre minimal de points gratuits. Cette mesure est opérante, s'applique depuis le 1er janvier dernier. Au-delà, d'autres mesures devront être prises dans le cadre de la réforme qui s'engage, notamment en direction des femmes et des pensionnés les plus modestes. Nous devons, là encore, à l'occasion de la réforme globale que nous engageons, avoir la volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de catégorie sociale oubliée. Merci. Une très courte réplique, Monsieur Telade. Bien entendu, Madame la Ministre, et je ne peux qu'approuver les décisions qui pourraient être prises. J'ai participé ce matin à une conférence parlementaire, en particulier sur la réforme des retraites, et je vois que toutes les mesures qui se dessinent vont dans le sens de ce que souhaitent effectivement, disons, ceux qui n'ont pas jusqu'alors pu bénéficier de cette équité qui avait été promise par le président de la République et qui, je l'espère, seront tenues, mais nous en sommes persuadés. Alors merci pour votre intervention et il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant que la réforme des retraites puisse effectivement se concrétiser. La parole est à Madame Isabelle Debré pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Malgré les réformes courageuses des précédents gouvernements, réformes constamment critiquées par la gauche, notre système de retraite fera rapidement face à des déséquilibres financiers très importants, ceci en partie dû à la dégradation considérable de la conjoncture économique.
Les besoins de financement de l'assurance vieillesse, qui s'élevaient à 14 milliards en 2011, seront de 20 milliards en 2020, selon le Conseil d'orientation des retraites. L'heure n'est plus, mes chers collègues, aux tergiversations, mais bien à la nécessité de réfléchir ensemble à un système moins complexe, juste et efficace. Nous savons combien ce sujet est difficile et qu'il nécessite courage, concertation et détermination. Vous avez combattu toutes les réformes des retraites que les précédents gouvernements ont voulu élaborer, alors que la question était posée depuis le gouvernement de Michel Rocard au début des années 90, sans que la gauche, lorsqu'elle était au pouvoir, ait pris la moindre initiative en ce domaine. Il n'est pas dans nos intentions de nous opposer systématiquement aux propositions qui seront débattues, car ce sujet est majeur pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants. À la lumière des nombreux rapports établis par les experts, auxquels s'ajoutera celui de la commission présidée par Madame Moreau, et dans le contexte actuel, marqué par un taux de chômage jamais atteint, un coût du travail trop élevé et une pression fiscale difficilement supportable, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous exposer clairement les axes des réformes retenues par le gouvernement? Pouvez-vous nous indiquer, en particulier, si vous envisagez l'unification des réformes de retraite du secteur public et du secteur privé, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, l'intégration des régimes spéciaux dans le régime général, ce que soulevait mon collègue Gilbert Barbier, la transition vers un système de retraite universel par points et, bien sûr, le report de l'âge légal de la retraite. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Debré, si j'entends bien ce que vous me dites, au fond, l'opposition d'aujourd'hui, majorité d'hier, serait prête à soutenir le gouvernement dès lors qu'il s'engagerait dans une réforme que l'UMP jugerait courageuse. Et ce que l'UMP juge courageux, c'est ce que l'UMP d'hier n'a pas réalisé. Parce que ce que vous venez de dire à l'instant, c'est au fond que ce qui doit nous permettre d'apprécier si une réforme est adaptée ou pas, c'est de savoir, premièrement, si nous mettons en place un système par points. En 2010, la question du système par points n'a pas été posée et a été écartée, et c'est la raison pour laquelle un rendez-vous en 2013 avait été fixé pour faire une évaluation de la situation destinée à produire un rapport. Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice. Deuxième point, vous m'expliquez qu'une réforme des retraites, au fond, ça se limite à la question, somme toute assez sommaire, de celle du service public, comme si la seule question à laquelle nous étions confrontés était de savoir si les règles qui s'appliquent à la fonction publique étaient de même nature ou non que celles qui s'appliquent au secteur privé. Nous avons la volonté, Madame la sénatrice, de prendre à bras le corps la situation que vous nous avez laissée. Je l'ai dit, nous voulons que la réforme qui s'engage ne soit pas simplement une réforme comptable, car l'exemple de 2010 est là pour le prouver. À vouloir simplement mettre en place des mesures de rééquilibrage financier à court terme, on s'expose à de tristes déconvenues, et nous nous sommes retrouvés dès 2013 avec un déficit des régimes de retraite de l'ordre de 14 milliards d'euros, alors que nous étions censés trouver des déficits qui avaient disparu. Nous avons donc la volonté, Madame la sénatrice, d'engager une réforme qui soit une réforme volontaire, qui s'inscrive dans la durée et qui permette de concilier exigence sociale et responsabilité financière. Madame Debré, pour une réplique. Madame la ministre, je suis vraiment un petit peu surprise de cette caricature, et surtout, je vous ai posé 4 questions extrêmement précises. Et malheureusement, vous n'avez répondu à aucune des questions. Alors, ce que j'espère, Madame le ministre, vous dites vouloir écouter. Écouterez-vous les Français qui, ce matin, vous l'avez vu dans un sondage, à 52%, préfèrent l'allongement de la durée de travail plutôt que l'augmentation des cotisations? Écouterez-vous le président de la République qui a dit, je le cite, « On vit plus longtemps, on doit donc travailler plus longtemps ». Et enfin, Madame le ministre, Madame le ministre, je trouve que cette réforme commence un peu mal. Ici, au Sénat, a été votée, au point de vue sur le sujet des retraites, une proposition de loi permettant le cumul de ce qu'on en appelait le minimum vieillesse, c'est-à-dire l'ASPA,
avec un revenu d'activité. Vous nous dites qu'il y a des toutes petites retraites et que vous voulez vraiment aider ces petites retraites. Cette proposition de loi a été votée au Sénat et vous avez fait en sorte qu'elle ne soit pas à l'Assemblée nationale et nous en sommes tous ici vraiment désolés et ça prouve encore une fois peut-être que c'est un peu choquant parce que vous ne trouvez pas les moyens de faire en sorte qu'une proposition de loi simple, humaine, efficace, de bon sens et qui est basée sur la solidarité, vous n'ayez pas voulu que ça soit votée. Je vous remercie. La parole est à Madame Gisèle Prince pour le groupe socialiste. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la dernière réforme des retraites de 2010, voulue par la droite, était brutale, injuste et inefficace. La droite nous annonçait un retour à l'équilibre pour 2020 et un rendez-vous pour 2013. Aujourd'hui, nous le savons, en 2020, le déficit atteindra 20 milliards d'euros et le rendez-vous de 2013 sera l'occasion d'une nouvelle réforme. Cette réforme indispensable, le président de la République l'a vue guidée par des principes de justice, de responsabilité et de concertation. Madame la ministre, vous avez quant à vous précisé qu'elle poursuivra 3 objectifs. L'équilibre financier à court terme, la pérennité du modèle par répartition à moyen terme et des mesures de justice. Nous savons que la concertation fait partie intégrante de la méthodologie du gouvernement. La conférence sociale du mois de juillet dernier, les accords nationaux interprofessionnels en sont des exemples. Nous savons que sur les retraites, le gouvernement a appelé à la table des négociations des partenaires sociaux et que dès ce lundi, le Premier ministre les a tous reçus. Nous savons aussi que les conclusions du rapport de Madame Moreau, qui sera demain remis au Premier ministre, ne sont que des pistes et qu'en aucun cas, elles ne constituent le socle de la concertation à venir. A fortiori, elles ne sont en aucun cas la préfiguration d'une réforme bouclée, comme vous l'avez précisé. Madame la ministre, Monsieur Mauroy disait que la retraite était une ligne de vie, une espérance de vie. Avec le décret du 2 juillet dernier, conformément à l'engagement du président de la République, le gouvernement a su redonner corps à cette ligne de vie pour des dizaines de milliers de nos concitoyens ayant commencé à travailler tôt, et je ne peux que m'en féliciter. Compte tenu de la complexité que revêt le dossier des retraites, les sujets d'importance sont nombreux. Pour autant, sans empiéter ni sur les conclusions du rapport de Madame Moreau, ni sur les travaux à venir des partenaires sociaux, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur le degré de priorité qu'occupent des thèmes tels que la pénibilité, que la droite et le patronat ont toujours refusé de traiter, sauf sous l'angle de l'invalidité. Les inégalités entre hommes et femmes qui, selon la CNAF, génèrent une différence moyenne d'un montant de pension de 42% et la prise en compte des carrières hachées. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Gisèle Prince, vous avez parfaitement raison de rappeler qu'une réforme, quelle qu'elle soit, une réforme sociale, une réforme des retraites en particulier, ne peut que se concevoir avec la concertation. Et donc, lorsque l'opposition demande que l'on apporte des réponses précises immédiatement, alors même que la concertation ne s'est pas engagée, au fond, on voit bien là la différence de méthode qu'il y a entre ceux qui veulent la précipitation et les réformes votées au milieu de l'été et ceux qui s'engagent dans le dialogue et l'élaboration concertée de propositions pour l'avenir. C'est parce que, sans doute, vous avez l'expérience de l'absence de concertation avec les partenaires sociaux que vous imaginez que le gouvernement, aujourd'hui, est en mesure d'apporter des solutions alors même que les discussions ne se sont pas engagées. Mais vous avez raison de souligner aussi, Madame la sénatrice, que la réforme que nous devons présenter au Parlement doit être une réforme de justice qui permette d'apporter des réponses à des situations comme celle des femmes dont le niveau de pension reste inférieur de façon très significative à celui des hommes. Nous devons prendre en compte les carrières hachées et la pénibilité du travail, là où le gouvernement précédent a refusé obstinément de s'y atteler, préférant donner une approche purement médicale de la pénibilité.
Nous avons donc la volonté que la question de la pénibilité, la question de la retraite des femmes, la question des carrières hachées, la question de l'emploi des seniors puissent être posées, ainsi que de l'entrée dans la vie active des jeunes qui doivent pouvoir savoir comment ils vont construire leur carrière dans la perspective d'une retraite future. Nous voulons que l'ensemble de ces questions soient sur la table et trouvent des réponses positives, constructives et justes. C'est l'esprit dans lequel le gouvernement aujourd'hui a engagé son travail. Madame Prince, si vous souhaitez reprendre la parole. Madame la ministre, je vous remercie pour vos propos et je suis d'accord avec, je pense que la chose principale, quand on débattra du thème des retraites et des pensions et des réformes à y apporter, c'est de le faire en concertation avec tout le monde. Et le sujet de la pénibilité et du travail, des inégalités salariales entre hommes et femmes est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que vous nous apporterez les bonnes réponses. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Oui, voilà. Madame le ministre, on parle beaucoup de justice, d'efforts partagés avec équité. Et systématiquement, on parle des fonctionnaires. Mais il faut quand même voir que beaucoup de gouvernements qui sont succédés ont parlé aussi des fonctionnaires, mais presque tout le monde a fait semblant d'oublier les régimes spéciaux. Or, là où se trouve la situation la plus anormale, la plus disproportionnée, notamment par rapport au régime général, eh bien, ce sont les régimes spéciaux. Et il faut le reconnaître, les régimes spéciaux ont un facteur de dissuasion par des menaces de grève, etc. Mais est-ce que, Madame le ministre, telle ou telle corporation, sous prétexte qu'elle peut bloquer toute la France en faisant une grève et en gênant tout le monde, a le droit, au moment où on demande des efforts à tout le monde en matière de retraite, a le droit de bénéficier d'avantages tout à fait disproportionnés, aussi bien par rapport aux fonctionnaires que, bien entendu, par rapport au régime général. Alors, il faut quand même être un peu plus clair, Madame le ministre, sur ce problème des régimes spéciaux. Et j'aimerais bien que vous soyez précise en la matière sur vos intentions. Ma deuxième remarque, Madame le ministre, c'est pour vous dire, et d'autres l'ont dit avant moi, que la solution, c'est avant tout, la solution d'équité, c'est avant tout le système de retraite par points. Et là aussi, vous êtes pour le moins évasive. Et si on met un régime de retraite par points, eh bien, Madame le ministre, il n'y a plus de problème de dissocier les fonctionnaires, il n'y a plus de problème de régimes spéciaux, tout le monde est dans le même système, et donc, à ce moment-là, on est vraiment dans l'équité. Alors, Madame le ministre, pour vous, le problème, ce n'est pas de parler d'équité, c'est de faire l'équité. Et ça, au lieu de parler, il faudrait agir. Et je voudrais en terminer en rendant hommage à la CFDT, qui est un des rares syndicats à avoir le courage de ses opinions et à ne pas faire de la démagogie comme, hélas, beaucoup d'autres syndicats le font, en étant systématiquement contre tout, en sachant très bien qu'on va dans le mur, mais en fermant les yeux pour dire, eh bien, après nous les mouches. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Masson, que dois-je faire ici, Monsieur le sénateur? Je suis au Parlement et il me semblait que j'étais venu vous parler. Et donc, puisque je dois vous parler, je voudrais pouvoir utiliser les mots qui vont être ceux que nous allons poser sur la réforme que nous élaborons, parce que, Monsieur le sénateur Larcher, les paroles sont toujours verbales. Et donc, nous allons ensuite écrire un texte de loi dont vous aurez à débattre et qui montrera que nous avons la volonté d'inscrire nos régimes de retraite dans la durée. Vous avez posé beaucoup de questions, Monsieur le sénateur. Vous savez, ce n'est pas en appliquant nécessairement les mêmes règles
à des situations différentes que l'on aboutit à la plus grande équité. Je voudrais revenir sur la question, par exemple, des droits familiaux. Nous constatons que sur les droits familiaux, ils sont plus avantageux dans le secteur privé que dans la fonction publique et dans les régimes spéciaux. On pourrait remarquer que les fonctionnaires partent en retraite avec une retraite qui est calculée à partir de leur salaire, indépendamment de toute prise en compte des primes, ce qui aboutit à des différences tout à fait significatives. Et donc, je crois que l'objectif qui doit être le nôtre, et c'est en tout cas celui du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'effort demandé à chacun soit le même, que l'effort demandé à l'ensemble des catégories soit de même nature et que le niveau des pensions versées soit un niveau acceptable pour l'ensemble de nos concitoyens, en contrepartie d'un effort qui doit être évidemment de même nature. Cet effort, il représente l'effort que nous allons demander aux Français pour pouvoir garantir la pérennité de nos systèmes de retraite. Pour ce qui est du système par points, j'ai eu l'occasion d'indiquer que ça n'est pas la recette qui va nous permettre de sortir des difficultés. Encore une fois, l'exemple le plus abouti, le plus intéressant et incontestablement le mieux structuré est celui qui a été mis en place au cours d'une période très longue d'ailleurs. Il a fallu 15 ans pour que la Suède mette en place un système par points dans son pays et système qui a abouti à une dégradation très forte au cours des dernières années des pensions des Suédois. Vous le voyez, monsieur le sénateur, ce qui parfois apparaît comme une solution miracle se révèle à l'arrivée un miroir aux alouettes. Monsieur Jean-Louis Masson, pour une réplique. Oui, Madame le ministre, vos réponses sont égales à elles-mêmes, car, disons, elles ne sont pas plus précises. J'espérais que peut-être le Saint-Esprit tomberait sur votre réponse et que j'aurais parfois, ma foi, une réponse. Mais là véritablement, disons, vous êtes dans vos réponses égales à vous-même. Alors, je voudrais simplement vous dire que d'abord, vous n'avez pas répondu sur les régimes spéciaux, ce qui est quand même affligeant. C'est un manque de courage, Madame le ministre. Et puis, d'autre part, vous avez rejeté le système des retraites par points en disant que tous les cas sont différents. Mais Madame le ministre, il faut quand même être honnête dans cette affaire-là. Est-ce que, disons, la situation d'un chauffeur de poids lourd qui travaille dans le privé, qui est jamais chez lui, qui roule la nuit, le jour, etc., est tellement différente de la situation d'un conducteur de locomotive? Est-ce que, Madame le ministre, un employé d'EDF qui plante en été quelques poteaux électriques est tellement dans une situation différente de l'employé d'une entreprise publique qui creuse des tranchées été comme hiver et qui a des horaires beaucoup plus stricts? Alors, je crois qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, j'en termine, Monsieur le Président. Je pense qu'il ne faut pas dire n'importe quoi et que, ma foi, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et faire semblant de croire qu'il n'y a pas de problème, c'est un peu se moquer des Français. Bien. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen de la suite de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. La séance est suspendue. Vous venez de suivre en direct les traditionnelles questions cribles au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information, ne le manquez pas, à 19 h, le journal de Michel Grossior. Bon après-midi à tous. Son vieux port, ses calanques, son équipe de foot, ses règlements de compte, mais Marseille, ville millénaire, ne veut pas se laisser caricaturer et devient pour un an capitale européenne de la culture. L'occasion de découvrir d'autres facettes de cette ville multiculturelle et peut-être pour la cité phocéenne, deuxième ville de France, de changer l'image qui lui colle à la peau. Je vous emmène.
Itinéraire bis, le magazine curieux des gens et proche de chez vous, vous emmène à Marseille. Marseille, devenue capitale européenne de la culture, 800 événements, 60 expositions, un nouveau musée et une ville qui change de peau. Pour ce numéro exceptionnel, rencontre avec 3 figures de Marseille, Michel Corde de Plus belle la vie, Rudy Ricciotti, l'architecte du nouveau musée, ou encore Anne-Marie Tagawa, elle est éducatrice dans les quartiers nord. 3 regards croisés sur la place de la culture dans la ville. Chaque soir, ils sont près de 6 millions à se donner rendez-vous ici, dans le quartier du Mistral, le quartier imaginaire des habitants de Plus belle la vie. 9 ans, plus de 2000 épisodes, un succès qui ne se dément pas, un morceau de Marseille pour beaucoup de Français. On va tout de suite voir ce que ça donne. Il est l'un des visages les plus connus de la série. Michel Corde nous reçoit à la terrasse de son bistrot et avec nous, il revient sur le succès d'une série tournée dans un quartier de Marseille entièrement reconstitué en studio. Ouais, mais de toute façon... Vous en avez besoin? Nous y voici dans le quartier du Mistral. Michel Corde, bonjour. Bonjour. Ou bien dois-je vous appeler Roland? Alors l'acteur c'est Michel et le personnage c'est Roland, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça fait un seul paquet. 9 ans à vivre ici, à faire vivre Marseille dans le quartier du Mistral et toujours le même succès. Comment vous expliquez ça? Il y a un lien affectif très fort. Il y a le fait que le feuilleton représente probablement assez bien la société française et que donc beaucoup de gens s'y retrouvent. Je vous raconterai des lettres de fans qui sont inouïes. Hein. Le vieux monsieur dont la femme est morte, tous les matins, il va sur la tombe de sa femme et il lui raconte l'épisode de la veille parce qu'il l'a regardé, parce qu'ils regardaient ensemble. Alors vous êtes, l'un des personnages principaux de cette série, vous êtes là depuis le début, vous êtes le patron du bar du Mistral, et là, on y est en plein cœur. C'est l'endroit où tous les personnages se croisent. C'est ici que tout se passe. Comme dans la vraie vie, le bar, c'est encore là où tout se passe. Écoutez, je vous dirais une chose, c'est qu'on est quand même en France, et le bistrot en France, hein, c'était incontournable. C'est aussi, je dirais, dans la fonction dramaturgique, excusez-moi pour les grands mots, c'est un lieu où des tas de gens peuvent se retrouver. C'est ça aussi. Ça permet de faire arriver des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les âges, etc. Je vous propose qu'on aille faire un tour parce que là, il y a le tournage qui va commencer. C'est parti. C'est impressionnant. Michel, nous voici dans ce lieu où sont fabriqués tous les décors et où sont entreposés les accessoires de la série, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez de la déco, bien sûr, et à l'intérieur de la déco, je dirais que vous avez la somme de vie des personnages. De chacun, et ça c'est le petit tiroir de Roland. Alors voilà, tous ces petits accessoires. Va être des choses qui sont typiques de Roland. Regardez, voilà, il y a une femme qui l'a beaucoup aimé. Ah oui, on se souvient d'elle. Voilà, on peut retrouver, je vois pas son portable, mais il a son portable. Voilà, il a son, évidemment. Ses boules de pétanque. Vous vous sentez marseillais, méridional dans cette série? Vous avez le petit accent, vous êtes le seul finalement, tout est lissé sinon. Oui, alors je suis pas réellement marseillais d'origine, mais je suis un vrai latin, l'accent il n'est pas contrefait. Voilà, je suis peut-être plus languedocien que provençal, mais ça fait pas une grande différence. Marseille est aux couleurs de la culture avec cet événement Marseille-Provence 2013. Est-ce que vous allez en parler ou est-ce que vous en avez parlé dans la série? On va en parler, je sais qu'il y a été fait allusion et je pense, mais nous découvrons les intrigues assez tard. Assez tard. Oui, et puis 3 semaines avant quand on nous donne les textes. Voilà. Mais je pense que ça va être traité, oui. Vous, personnellement, vous avez accueilli cette nouvelle avec curiosité, en train? Moi, j'ai été